La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il est intéressant de relire les vœux du président Hollande aux Français pour 2013 afin d'éclairer la sincérité de ses vœux pour 2014. Pour 2013, le président promettait le rétablissement des comptes publics, un pacte de compétitivité pour les entreprises et l'inversion à la fin 2013 de la courbe du chômage. Vous avez échoué sur tous ces sujets. Le déficit. En 2013, vous vous étiez engagé à ramener le déficit à 3% du PIB. Ce sera 4,1 malgré 50 milliards d'impôts nouveaux votés par votre majorité. Du jamais vu. Le président Hollande a sur ce premier point trompé les Français. Le pacte de compétitivité ensuite, c'est un flop retentissant qui oblige le président à promettre un nouveau pacte pour 2014. Après le pacte de compétitivité version 2013, voici celui de responsabilité avec les entreprises pour 2014. Quelle fuite en avant! Sur ce second point, votre gouvernement trompe une nouvelle fois les Français. Le seul point positif des vœux du président aura été sa prise de conscience tardive du ras-le-bol fiscal qu'il impose à notre pays depuis 18 mois. Mais quelle crédibilité donner à cette prise de conscience? C'est un président dépassé par les événements qui improvise à 20 h le 31 décembre une promesse de baisse de la pression fiscale, car à 0 h 1 minute le 1er janvier, votre gouvernement engage, lui, le prélèvement de 12 milliards supplémentaires sur les ménages de France. Hausse de la TVA, hier combattue, des cotisations retraite et de l'impôt sur le revenu. Quant à l'inversion de la courbe du chômage, vous vous êtes enversé dans une promesse dont vous ne sortirez qu'en niant la réalité que les Français constatent malheureusement chaque jour dans leur famille. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous sortir de votre déni de réalité et avouer aux Français votre échec? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolin, vous avez à juste titre parlé de crédibilité. Je pense que vous faisiez allusion à l'opposition qui est bien incapable de faire la moindre proposition. Si, c'est vrai, M. Copé a annoncé il y a quelque temps, pour permettre d'améliorer la situation de notre pays, une baisse des dépenses publiques de 130 milliards. 130 milliards, sans jamais nous dire exactement de quoi il s'agissait, comme s'il y avait une méthode miracle pour baisser la dépense publique. Mais nous ne nous contentons pas de paroles, Monsieur Nicolin. Nous agissons. Et je vous renvoie, puisque vous semblez découvrir des choses nouvelles, je vous renvoie à ma déclaration de politique générale de juillet 2012. Et j'avais sans complaisance dressé un tableau de la situation dont alors nous héritions, c'est-à-dire une France endettée, un déficit public considérable, mais aussi des services publics laissés en jachère, des réformes jamais engagées et des inégalités qui n'avaient cessé de croître et la perte d'influence politique de la France. C'est la situation que nous avons trouvée. L'engagement que j'avais exprimé, c'était celui du redressement de la France. Ce redressement, il est en marche. Le président de la République n'a rien dit autre chose le 31 décembre. Ce redressement, il faut l'amplifier, il faut l'accélérer, c'est-à-dire réduire notre déficit, réduire la dépense publique pour retrouver des marges de manœuvre, pour investir dans l'investissement d'avenir, investir dans l'éducation, investir dans la formation, mais en même temps aussi continuer et réussir la bataille de la croissance et de l'emploi en France et en Europe. C'est ce chantier qui conduit à proposer aux acteurs économiques et sociaux un nouveau pacte, un pacte d'avenir, un pacte de responsabilité. La semaine prochaine, le président de la République dira aux Français son ambition, dira sa méthode, mais c'est l'enjeu de l'avenir de la France qui est là aujourd'hui en cause. Vous pouvez faire tous les Hollande bashing que vous voulez, vous pouvez faire tous les héros bashing que vous voulez, mais il y a un bashing
que je n'accepte pas, c'est celui de la France. Et j'aimerais que de temps en temps, mesdames et messieurs les députés de la droite ultra-conservatrice, vous ayez un petit peu l'envie de défendre notre pays et dire que la France, ce n'est pas le problème, la France, c'est la solution. Et la solution, c'est de réformer notre modèle social et républicain, non pas pour le détruire, mais pour lui donner un avenir. La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma Allez, question s'il vous s'adresse plaît. à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, que nous examinons depuis hier dans cet hémicycle et que vous portez, Monsieur le ministre, constituera, à n'en pas douter, un acte fort pour l'agriculture française. Ce projet marque un coup d'arrêt à la vision libérale qui s'est progressivement installée dans le monde agricole. Cet acte fondateur n'est pas sans rappeler les premières lois d'orientation agricole de 1960 et 1962 qui fixaient un cap à notre agriculture et précisaient le modèle d'exploitation permettant à la France d'assurer son indépendance alimentaire et de développer au mieux sa capacité exportatrice. L'interventionnisme de l'État, qui était alors la règle, s'est essoufflé et avec lui notre modèle agricole s'est épuisé aux dépens de nos agriculteurs qui ont vu leur nombre diminuer sans interruption. La loi de 2006 a marqué un virage libéral assumé, compromettant notre modèle historique. Autant la poursuite d'un libéralisme économique sans bornes est toujours sujet à débat dans cette enceinte, autant, en ce qui concerne l'agriculture, la protection et l'adaptation de notre modèle devraient, sans dogmatisme, faire consensus. La préservation de la ressource qu'est la terre et les activités économiques qu'elle supporte, et les enjeux en termes d'emploi et d'aménagement du territoire doivent constituer les fondements d'une nouvelle politique agricole. Avec la même vision et la même ténacité dont vous avez su faire preuve pour mener à bien les négociations de la PAC 2014-2020 et obtenir un infléchissement des positions européennes pour réorienter les aides agricoles, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, en quoi la loi que vous portez répond aux attentes actuelles et futures du monde agricole et de la société tout entière? Merci Monsieur Clément. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, il y a un débat qui est engagé et vous y participez comme d'autres sur l'avenir de l'agriculture. Vous avez évoqué un certain nombre de réformes, en particulier celle de la politique agricole commune, grande réforme à l'échelle européenne qui a permis de redéfinir les objectifs pour l'agriculture française, mais aussi pour l'agriculture européenne, à la fois avec l'idée d'inverser cette courbe qui voulait qu'on n'ait plus d'aide spécifique, en particulier pour l'élevage, ça a été fait. Changer la ligne qui consistait aussi à laisser l'environnement de la responsabilité des États pour en faire un choix européen et faire ensuite le choix de la redistribution avec, vous le savez, les paiements redistributifs. Je le dis et je l'ai dit hier soir, l'Allemagne, avec un ministre de l'Agriculture, CSU, a annoncé de manière très claire qu'elle mettait en œuvre, elle aussi, les paiements redistributifs pour les plus petites exploitations. Il y a donc en Europe une droite progressiste. Vous avez évoqué aussi un certain nombre de lois et je voudrais, regardant un député ancien ministre, rappeler ce qui s'est passé en 2006 sur le foncier agricole. On a eu là une loi qui a libéralisé la question foncière. Et nous avons, dans le débat que nous engageons aujourd'hui, réhabilité, et c'était essentiel, le rôle et la place d'une action, le rôle et la place des SAFER pour assurer le renouvellement et surtout l'accès aux jeunes, au foncier agricole. C'est un élément aussi de cette loi qui marque l'engagement que nous avons en faveur de l'agriculture, l'agriculture vers l'avenir, l'agriculture pour les jeunes, l'agriculture pour l'installation. Voilà deux éléments majeurs du débat en cours pour l'avenir de tous les agriculteurs de notre pays. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Sergio Coronado. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Le 17 décembre dernier, le tribunal correctionnel de Roanne a relâché 5 syndicalistes poursuivis pour avoir refusé un prélèvement d'ADN. Le tribunal a en effet estimé que ce prélèvement n'avait pas lieu d'être. Le procureur de Lyon vient d'interjeter appel de cette décision de relax. Ces militants avaient été condamnés mais dispensés
de peine pour avoir inscrit des tags sur un mur en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites en 2010. Ils avaient ensuite refusé le prélèvement d'ADN en mai 2013. Les prélèvements d'ADN sont devenus une pratique courante à l'encontre de militants sans que leur justification apparaisse ni fondée ni légitime. Depuis sa création en 1998, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, plus connu sous le nom de FNAEG, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Au 1er septembre 2012, environ 2 millions d'empreintes y figurent. Cette extension du fichage génétique et l'évolution des pratiques soulèvent à juste titre des interrogations et des oppositions. Il y a d'une part la question de la destruction des empreintes des personnes pour lesquelles la justice a prononcé un non-lieu, une relaxe ou un acquittement et qui ne sont ni condamnées ni mises en cause dans une autre affaire. D'autre part, différentes études scientifiques démontrent que les segments prélevés peuvent désormais révéler, grâce au progrès scientifique, des informations sur les personnes allant au-delà des besoins d'une enquête. Enfin, l'extension du fichier, au départ réservé aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles, a créé une situation inédite. Militants politiques et syndicaux y sont aujourd'hui fichés. Par ailleurs, refuser de se soumettre au prélèvement peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ce fichage fait régulièrement l'objet de controverses. Madame la ministre, des syndicalistes, des militants associatifs ou des faucheurs d'OGM, pas plus d'ailleurs que des militants opposés à la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, n'ont leur place dans ce fichier. N'est-il pas temps d'agir et de réformer ce fichier afin d'éviter que l'action politique, associative ou syndicale ne soit mise sur le même plan que les délits et les crimes? Merci Monsieur Coronado. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sergio Coronado, vous conviendrez sans difficulté que je ne m'exprime pas sur la procédure que vous avez évoquée. Comme vous l'avez dit, en 1998, Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait créer ce fichier d'empreintes génétiques, un fichier automatisé. Son intention était de lutter contre les délinquants sexuels et ce fichier s'est avéré effectivement un instrument opérationnel extrêmement important, extrêmement efficace pour les enquêtes de la police judiciaire. En 2001, ce fichier a été élargi, notamment aux crimes contre les personnes. Simplement, en 2003, il a été encore élargi et là, il a introduit comme incrimination les dégradations. Les préoccupations que vous évoquez sont largement partagées. Elles ont fait l'objet de dispositions qui étaient prévues dans la proposition de loi sur l'amnistie sociale qui est venue en discussion ici. Mais nous avons en plus deux jurisprudences, une de la Cour européenne des droits de l'homme qui date d'avril 2013, une autre du Conseil constitutionnel qui a émis une réserve d'interprétation autour d'une question préalable de constitutionnalité et aussi bien la Cour européenne que le Conseil constitutionnel ont mis en cause les conditions de conservation de ces données de 25 à 40 ans et aussi les conditions de suppression de ces informations dont elles disent que la garantie est à la fois théorique et illusoire. Nous travaillons donc d'une part avec les parlementaires pour ajuster la loi, d'autre part avec le ministère de l'Intérieur pour prendre en considération ces éléments et modifier aussi bien le fichier des empreintes digitales que le fichier des empreintes génétiques. Je ne pense pas qu'ici, qui que ce soit ait l'idée de confondre les militants politiques et les militants syndicaux avec des criminels sexuels. Il y a lieu, la justice est armée pour répondre à des pratiques de militants politiques ou syndicaux qui ne soient pas conformes à la loi, mais il n'y a pas lieu de les confondre. Nous allons faire en sorte de concilier à la fois la protection des libertés individuelles et l'efficacité des enquêtes. Madame la ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, les gendarmes et les policiers sur le terrain sont de plus en plus désabusés face à un sentiment d'impunité des délinquants qu'ils tentent d'appréhender. Les réactions des populations sont de plus en plus vives et vous le savez. Le développement de la délinquance touche maintenant les campagnes, les maisons isolées comme les fermes deviennent la cible privilégiée d'individus et de bandes organisées. La politique pénale mise en place par votre gouvernement est clairement sur la sellette. Ce sentiment est dorénavant partagé au plus haut niveau de la hiérarchie. Le 18 décembre dernier, le général Soubelé, numéro 3 de la gendarmerie nationale, dressait devant la commission parlementaire de lutte contre l'insécurité un constat sévère et alarmant sur l'état d'insécurité de notre pays. Augmentation des personnes mises en cause, mais baisse de 33% des placements. 65% de cambrioleurs interpellés dans un département comme celui des Bouches-du-Rhône qui sont à nouveau dans la nature.
on prendrait plus soin des auteurs des troubles que des victimes et le doublement des effectifs de gendarmes ne changerait rien. Si le mot impunité n'a pas été lâché, c'est tout comme. Ma question est très simple. La réponse pénale est-elle, selon ce haut gradé, oui ou non décalée? Et si tel est le cas, ce que pense tout le monde, quand allez-vous engager enfin une politique pénale vraiment adaptée, sans laquelle la délinquance ne cessera d'augmenter? La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous essayez de faire un mauvais usage d'une déclaration d'un général. Il y a un travail, pardon, excusez-moi, c'est vous, oui. Il y a un travail de très grande qualité qui est produit par la police et la gendarmerie d'une part et par l'institution judiciaire d'autre part. Ce travail est impulsé par le ministre de l'Intérieur et par moi-même et il se révèle sur le terrain tout à fait efficace parce que notre souci c'est d'assurer la sécurité des Français. Dans les éléments que vous avez évoqués de la déclaration du général, moi je vois très clairement une mise en cause de la politique pénale qui a été conduite ces dernières années sur la base de toute une série de lois contradictoires et de procédures qui ne sont pas efficaces ni opérationnelles. Et je vois là aussi un vibrant plaidoyer pour une politique pénale telle que nous l'avons conçue et telle que nous allons réussir à la mettre en œuvre une fois que nous aurons fait adopter notre projet de loi de prévention de la récidive, d'individualisation de la peine et d'efficacité de la sanction. Cette politique pénale, c'est une politique pénale qui vise l'efficacité des Français. Et concernant les victimes, puisque vous n'en avez pas dit un mot, ce qui se conçoit, parce que sur l'ancien quinquennat, vous avez fortement instrumentalisé les victimes, mais vous avez oublié pendant 2 ans de réunir le Conseil national d'aide aux victimes. Vous n'avez créé que 50 bureaux d'aide aux victimes sur 3 ans. Nous en avons créé 100 en une seule année. Nous avons augmenté de 25% le budget d'aide aux victimes et encore de 9% cette année. Et surtout, nous travaillons avec le Conseil national d'aide aux victimes que nous avons déjà réuni 2 fois, dont nous modifions la composition et qui inspire notre politique pénale. La politique pénale que vous critiquez, monsieur le député, c'est une politique qui a été écrite à plusieurs mains, où nous avons consulté évidemment les forces de police et de gendarmerie, où nous avons consulté les associations de victimes, où toutes les organisations professionnelles de la justice ont été consultées. C'est un travail qui viendra du Parlement. Je vous invite à y prendre votre part. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la Ministre, je pense que vous n'avez pas compris la question de mon collègue, je vais la répéter. Le 18 décembre dernier, lors de son audition devant la commission de lutte contre l'insécurité, le général Soublé, numéro 3 de la gendarmerie, a déploré que les délinquants profitent du système et qu'ils sont mieux protégés que les victimes. Les mesures que vous mettez en place aggravent la récidive et favorisent le sentiment d'impunité. Monsieur le ministre, quelle naïveté, quelle inconséquence de penser que libérer les délinquants et vider les prisons va rendre notre pays plus sûr. Quand on sait que 65% des cambrioleurs interpellés dans les Bouches-du-Rhône en novembre 2013 sont dans la nature 2 mois après, on peut légitimement douter des capacités de ce gouvernement à assurer la sécurité de nos concitoyens. Au lieu de vous attaquer aux délinquants, vous stigmatisez les policiers et les gendarmes qui doivent désormais porter un matricule à 7 chiffres. Cette mesure risque d'être un facteur de déstabilisation des policiers, notamment dans les quartiers sensibles où l'on déplore une montée des violences contre les forces de police. Dans une période budgétaire tendue, est-ce vraiment nécessaire de dépenser en centaines de milliers d'euros pour la fabrication et la distribution des matricules? Cet argent ne devrait-il pas être utilisé pour moderniser les véhicules qui ont plus de 200 000 km au compteur ou alors pour rénover les commissariats délabrés? Nos policiers, nos gendarmes exercent un métier difficile, dangereux, de nombreuses contraintes pèsent déjà sur eux car il appartient à l'administration la plus contrôlée de France. Ils rendent déjà des comptes et quand ils fautent, ils sont sanctionnés. Vous dites ne tolérer aucun manquement au port du matricule. On préférait que vous n'ayez aucune tolérance pour les délinquants ou les profanateurs de lieux de culte. Alors, monsieur le ministre, arrêtez de stigmatiser les forces de l'ordre, revenez dans cette mesure inutilement vexatoire et mettez enfin votre énergie à faire baisser les chiffres de la délinquance. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dino Cinieri,
Ceux qui ont stigmatisé la police et la gendarmerie sont ceux qui ont supprimé en 5 ans 13 700 postes de policiers et de gendarmerie. Ceux qui ont stigmatisé la police et la gendarmerie, c'est ceux qui ont baissé le budget de fonctionnement et d'investissement de la police et de gendarmerie de près de 18% entre 2007 et 2012. C'est vous, c'est l'opposition actuelle. Ceux qui ont stigmatisé la police et la gendarmerie, c'est ceux qui n'ont eu de cesse d'opposer les forces de l'ordre à la justice. Ceux qui ont stigmatisé la police et la gendarmerie, ce sont ceux qui ont créé les conditions de tension entre les forces de l'ordre et la population. Et parce que nous voulons faire, conformément à l'engagement du président de la République, de la sécurité la priorité des Français, nous avons mis fin aux suppressions de postes. Nous remplaçons tous les départs à la retraite. Nous créons 400 à 500 postes de policiers et de gendarmes par an. Nous donnons les moyens, même si ce n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre, puisque le budget de fonctionnement et d'investissement de la police et de la gendarmerie est pour la première fois en hausse. J'ai visité les commissariats d'Olivry-Gargan et d'Aulnay il y a 3 jours. Vous devrez avoir honte de l'état dans lequel on a laissé une grande partie des brigades de gendarmerie et des commissariats de ce pays. Et oui, et nous voulons donner les moyens aux policiers et aux gendarmes d'une relation apaisée avec la population, parce qu'une relation de confiance entre les forces de l'ordre et la population rend plus efficace le travail des forces de l'ordre. Et avec Christiane Taubira, nous voulons faire en sorte que la chaîne pénale soit efficace, parce que je vous rappelle que jusqu'à maintenant, ce sont vos lois qui s'appliquent, pas celle de cette majorité, et la loi qui sera bientôt discutée au Parlement vise à lutter contre la récidive. Donc c'est nous qui portons l'efficacité, c'est vous qui n'avez pas été à la hauteur de l'attente des Français sur leurs préoccupations en matière de sécurité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Gilbert Lebris. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre, les fêtes de fin et de début d'année n'ont pas été très joyeuses pour nombre de sinistrés des inondations. C'est vrai dans ma circonscription à Quimperlé, c'est vrai dans d'autres villes du Finistère, Quimper, Châteaulin, Morlaix, et dans bon nombre d'endroits de Bretagne où les crues ont eu des conséquences catastrophiques que vous avez d'ailleurs pu mesurer au niveau gouvernemental, puisque nous avons eu des visites ministérielles très rapides et appréciées qui ont permis de se rendre compte de tout cela. Alors maintenant, il faut tirer les conséquences et poser des questions. D'abord, il y a eu des dysfonctionnements dans un premier temps sur le système d'alerte qui n'a pas mesuré justement ni la vitesse ni l'ampleur des crues. La fermeture de centres météo n'est peut-être pas pour rien dans cette affaire et il serait bon de tirer les conséquences de tout cela. Ensuite, l'état de catastrophe naturelle sera pris. On dit l'ensemble des autorités ministérielles qui nous ont visités. C'est très bien. La question, c'est de savoir quand. Et pour les citoyens, pour les commerçants, pour l'ensemble des entreprises qui ont été lourdement touchées, qui ont subi des préjudices, ce qui importe, c'est de savoir si on peut activer des systèmes comme le FISAC ou autres aides exceptionnelles afin de pouvoir leur permettre de faire face. Enfin, les villes qui ont été touchées et qui, pour la plupart d'entre elles, avaient fait des travaux importants et onéreux afin d'éviter ces inondations, les villes touchées savent que la prévention passe par des aménagements légers en amont. Mais en amont, nous avons des communes rurales petites qui n'ont ni les moyens techniques, ni financiers, ni juridiques de faire face. Peut-on mobiliser les services d'agences étatiques comme l'agence de l'eau afin de solutionner l'ensemble de ces problèmes? Merci. Merci, Monsieur Lebris. La parole est à Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Gilbert Lebris, les inondations qui ont touché la Bretagne nous rappellent la nécessité d'agir pour réduire la vulnérabilité de nos territoires face aux inondations. À la lumière de l'expérience, le gouvernement est décidé à améliorer la rapidité de son système d'alerte, l'efficacité de sa réponse et la coordination avec les communes concernées. Dès demain, à la demande du Premier ministre, avec Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui était en Bretagne dès le 27 décembre dernier, nous serons à nouveau en Bretagne pour rencontrer les élus, les services concernés par la gestion de ces crises, et c'est ensemble que nous progresserons encore.
S'agissant de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, pour répondre précisément à votre question, les arrêtés seront signés la semaine prochaine, ouvrant droit aux procédures d'indemnisation. En ce qui concerne la réduction à la source des risques d'inondation, vous y avez, vous, parlementaires, déjà contribué en votant la création d'une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dans le cadre de la loi Métropole. Monsieur le député, comme il l'a fait depuis le début, en Bretagne ou à La Réunion, le gouvernement restera mobilisé aux côtés des collectivités et notamment des petites communes qui pourront bénéficier du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour mettre en œuvre leurs projets de prévention. Monsieur le député, les événements qui se sont déroulés en Bretagne doivent être analysés et ce qui peut être amélioré doit l'être. Mais je ne voudrais pas oublier de saluer la mobilisation des fonctionnaires, des agents d'État, des agents de RDF, des agents du ministère de l'écologie, de ceux de l'Intérieur qui, en cette circonstance, ont fait honneur au service public et, d'une certaine façon, à la République. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le ministre du Travail, depuis mi-décembre, vous vous félicitez du projet d'accord relatif à la formation professionnelle auquel a abouti la négociation ouverte par le gouvernement en septembre. Si cet accord comporte quelques avancées, il n'en est pas moins largement décevant pour les demandeurs de stages en formation professionnelle, qu'il s'agisse de contrats d'alternance, de professionnalisation ou d'apprentissage. Ils rencontrent des difficultés croissantes pour décrocher des stages pourtant indispensables à la validation de leur formation. Ces difficultés s'expliquent par la crise, les fermetures de sites et la réduction de l'activité économique. Mais la conjoncture n'explique pas tout. On observe en effet une réticence de plus en plus marquée des employeurs à accepter les stagiaires de la formation professionnelle, même lorsque leur activité le leur permettrait. Le problème est encore plus exacerbé dans les Outre-mer, notamment en Martinique. Les publics concernés ayant entamé la partie théorique de leur formation ne peuvent la mener à terme faute d'avoir trouvé une entreprise d'accueil avant la date butoir. De nombreux jeunes en situation de décrochage précédemment, qui ont eu le courage de reconstruire un projet professionnel, sombrent alors dans l'angoisse, le sentiment d'échec face au rejet systématique de leurs demandes, ou pire, à l'absence de réponse de certaines entreprises. Ils cèdent alors au découragement et retournent dans la rue où l'oisiveté et la marginalisation leur tendent les bras. Dans un contexte de pénurie d'emplois, les dispositifs existants ne sont pas suffisamment incitatifs. Monsieur le ministre, quels moyens concrets entendez-vous déployer pour que la politique en matière de formation soit en adéquation avec les perspectives d'avenir que nos jeunes sont en droit d'attendre? Merci. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le député Jean-Philippe Nilor, merci de cette question qui, à la fois, et je reprends vos termes, souligne les avancées de la négociation et, je l'espère, du texte que vous aurez à discuter ici dans quelques semaines sur la formation professionnelle d'une manière générale, mais aussi sur l'alternance. Merci aussi de souligner certains des obstacles auxquels il faut que nous nous attaquions pour que l'alternance ne soit pas simplement une déclaration de volonté, y compris du côté patronal, mais soit une réalité en permettant l'accueil concret dans les entreprises ou dans les services concernés des personnes qui ont besoin de ces stages d'alternance, qu'il s'agisse de formation professionnelle, de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. Les avancées, nous y reviendrons longuement, mais les avancées de cette grande négociation et du texte que je vais vous proposer, c'est plus d'argent pour ceux qui ont le plus besoin de formation. Des jeunes dont la formation est insuffisante pour trouver un emploi, les chômeurs qui ont besoin de cette formation supplémentaire pour occuper un emploi, et aussi ceux qui, dans les entreprises, ont le niveau le plus faible et qui sont souvent les premières victimes des restructurations. Mais il faut pouvoir trouver des stages, des entreprises qui accueillent les stagiaires en question. Et c'est vrai que nous pouvons rencontrer les uns et les autres un certain nombre de difficultés. De ce point de vue, deux choses. D'abord, puisqu'il y a contrat, puisqu'il y a même peut-être pacte de responsabilité, je veux que le pacte de responsabilité, il s'impose aussi aux entreprises qui nous demandent le développement de l'alternance. Ils ont raison, mais qui doivent mettre en face les capacités d'accueil des jeunes ou des moins jeunes qui ont besoin de cette formation et de cette alternance. Et la deuxième chose,
c'est que le Premier ministre lui-même a demandé que nous ouvrions beaucoup plus largement et les collectivités locales et les administrations de l'État pour accueillir aussi des apprentis dans ces administrations. Et je suis persuadé que dans les DOM et dans votre île en particulier, cela pourra offrir de nouvelles possibilités à des jeunes en termes de formation. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Valls, vous devriez faire preuve de plus de modestie face à l'explosion de la délinquance qui frappe les Français depuis votre arrivée place Beauvau. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nos soldats accomplissent un travail admirable depuis maintenant plusieurs semaines à Bangui, mais ils sont les seuls soldats européens à patrouiller pour tenter de rétablir le calme dans ce pays. Les troupes africaines présentes sont contestées par une partie de la population quand elles ne se combattent pas entre elles. La situation est extrêmement tendue pour nos forces qui font face à une instabilité qui prospère devant l'absence de solution politique. Les députés du groupe UMP ont demandé la constitution d'une mission d'information au sujet de cette opération Sangaris. À la surprise générale, cette demande a été rejetée par les présidents des commissions de la Défense nationale et des Affaires étrangères. La mission d'information parlementaire au sujet de l'opération Serval au Mali s'est parfaitement bien déroulée. Quelles sont les raisons qui justifient de la part de l'actuelle majorité un tel refus pour l'opération en cours en Centrafrique? Si la décision d'intervenir à Bangui afin d'éviter un bain de sang est justifiée, elle n'empêche pas pour autant de répondre à un certain nombre de questions complexes. Pourquoi la communauté internationale a attendu 1 an avant d'intervenir, laissant ainsi prospérer des massacres à l'encontre des chrétiens perpétrés par les milices islamistes venues du Nord? Où sont les renforts militaires de l'Union européenne annoncés en décembre dernier par vos ministres des Affaires étrangères? Quelles sont les solutions politiques étudiées pour sortir de cette situation susceptible de se révéler extrêmement dangereuse pour la sécurité de nos troupes? Quel est le coût de cette opération mandatée par l'ONU mais payée par les seuls contribuables français? 2500 hommes sont encore engagés au Mali. Comment nos armées vont-elles pouvoir mener à bien cette mission avec une loi de programmation militaire qui réduit leurs moyens? Ces questions, Monsieur le Premier ministre, sont d'importance et justifient la constitution d'une mission d'information parlementaire. Il serait temps pour la majorité de ne pas approuver la constitution de cette mission, sauf à vouloir remettre en cause le soutien apporté à cette intervention en Centrafrique le 5 décembre dernier par notre Assemblée. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, il y a beaucoup de choses dans votre question et en particulier 2 aspects. D'abord, un aspect sur l'information. Le gouvernement et les commissions compétentes, commission des affaires étrangères, commission de la défense, à travers leur présidente, sont évidemment parfaitement d'accord pour donner toutes les informations. Le ministre de la Défense, moi-même, nous sommes rendus à plusieurs reprises devant ces commissions. Le Premier ministre a reçu à Matignon les responsables principaux du Parlement et votre demande porte sur une question tout à fait spécifique qui est, si ma mémoire est exacte, de pouvoir constituer une mission en application du 4e alinéa de l'article 145 de notre règlement. Il se trouve que les autres procédures permettent parfaitement de répondre, qui permettent aussi, le cas échéant, à des parlementaires de se rendre en Centrafrique. Et donc, dans ces circonstances, la conférence des présidents n'a pas estimé nécessaire d'avoir recours à cet article 145. Maintenant, sur le fond, et c'est le fond qui est essentiel, il y a exactement un mois, il existait en Centrafrique un risque imminent d'embrasement et de désastre humanitaire. Et dans ces circonstances, la question qui était posée aux autorités françaises était de savoir si nous allions détourner le regard, laisser passer les massacres en sifflotant ou intervenir. Et le président de la République a pris ses responsabilités en envoyant là-bas 1600 hommes. Et nous assumons cette décision. Maintenant, l'intervention, complétée bien sûr par la présence à terme de 6000 Africains, un triple but, sécuritaire, humanitaire et de transition politique. Demain aura lieu à Bangui, à N'Djamena, une réunion sur toutes ces questions. Le gouvernement français est à la fois à votre disposition, mais il assume ses responsabilités. Dans le monde entier, on est en train d'applaudir ce que fait la France et je ne voudrais pas que ce soit en France que ce soit contesté. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez fait de la lutte contre le décrochage scolaire une de vos priorités, Monsieur le ministre, conformément aux engagements pris par le Président de la République de réduire de moitié le nombre de décrocheurs sur la durée du mandat.
Cette priorité est directement liée à la question de l'emploi. Chaque année, ce sont en effet 150 000 jeunes de 16 à 25 ans qui sortent du système scolaire sans aucune qualification. Ils se retrouvent ainsi sans emploi dans 7 cas sur 10. Et ce sont ces décrocheurs qui alimentent le stock des 500 000 jeunes sans emploi auquel s'est attaqué le ministre Michel Sapin par une politique volontariste qui situe nécessairement en aval. En amont, c'est bien à l'école que se situe le besoin d'agir. Nous savons que les 20% d'élèves qui quittent le primaire sans avoir acquis les fondamentaux sont les futurs absentéistes au collège et donc les futurs décrocheurs. Leur situation n'est pourtant pas une fatalité. Et c'est ce que vous avez su montrer, Monsieur le ministre, avec votre plan contre le décrochage, lequel vise à la fois à prévenir la sortie du système scolaire et à favoriser le retour en formation des jeunes qui ont déjà décroché. Dès décembre 2012, vous avez donc pris des mesures fortes, dont la mise en place du dispositif formation, qualification, emploi dit focal. L'objectif était de faire revenir 20 000 décrocheurs dans un parcours de formation qualifiante en 2013. Cet objectif est aujourd'hui non seulement atteint, mais dépassé, puisque 34 000 jeunes ont pu bénéficier soit d'une formation diplômante, soit d'une prise en charge dans le cadre du service civique. J'ai pu observer dans l'Aisne, département parmi les plus touchés de France, la qualité et la pertinence de ce dispositif qui s'adresse à 2 777 élèves. À l'heure où vos services font le bilan de cette action de lutte contre le décrochage, pouvez-vous me dire, Monsieur le ministre, quelles premières conclusions vous tirez de la mise en œuvre de ce dispositif, qu'il s'agisse des moyens mis en œuvre ou de la nature des actions entreprises? Confirmez-vous que ce dispositif sera prolongé en 2014, voire au-delà? Merci. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Madame la députée, la question du décrochage qui concerne 150 000 jeunes, ça veut dire 25% d'une classe d'âge, pose un problème évidemment à chacun de ces jeunes. Ce sont la plupart du temps des destins brisés, surtout dans un pays où il y a un lien plus étroit qu'ailleurs entre la qualification, le diplôme et l'insertion professionnelle, mais pose une question à la nation tout entière. Sur la base des plateformes qui avaient été mises en place par la majorité précédente, 360 plateformes qui ont été un travail extrêmement utile. Nous avons en décembre 2012, avec Martin Hirsch, avec la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, décidé de mettre en place un réseau, Focal, vous l'avez rappelé, qui permet à chaque jeune identifié de trouver en face une solution individuelle. Sur la base de ce travail, effectivement, nous avons eu de premiers résultats qui sont encourageants. Nous avions fixé un objectif pour la première année de 20 000, c'est plus de 20 000 directement dans les établissements de l'éducation nationale, 3 000 dans l'agence du service civique et plus de 10 000 pris en charge actuellement par la mission de lutte contre le décrochage. Cela montre, et c'est important, surtout pour tous ceux qui se sont engagés, collectivités locales, associations avec beaucoup de bénévoles, différents services de l'État, que lorsque nous sommes dans la continuité de politiques publiques intelligentes et volontaires, lorsque l'on accepte de s'ouvrir et de faire travailler tout le monde, lorsqu'on est sur des vrais sujets qui concernent l'intérêt national et la cause d'un certain nombre de jeunes, nous pouvons réussir. Les politiques éducatives, je le dis souvent, sont des politiques de long terme, mais nous marquons ainsi que nous pouvons avoir des résultats. Ce matin, François Chérec s'est engagé pour l'année qui vient, au nom de l'Agence du service civique, à fixer un objectif de 5 000. J'ai fixé pour l'éducation nationale un objectif de 25 000. Je suis sûr que nous y arriverons. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais d'abord rappeler à Monsieur le ministre des Affaires étrangères que la demande du groupe UMP est simplement liée à la situation exceptionnelle que nous connaissons en Centrafrique et qu'il est logique que la représentation nationale et bien évidemment l'opposition comme l'ensemble de la représentation nationale soient informés de la situation en Centrafrique. J'en viens maintenant à ma question qui concerne Monsieur le ministre de l'Agriculture. Cette semaine, Monsieur le ministre, nous examinons un texte sur l'avenir de l'agriculture. L'avenir, ça n'est que le nom d'ailleurs de ce texte. Les enjeux, nous les connaissons, la compétitivité de la ferme France, mais aussi les bonnes pratiques environnementales. En octobre dernier, Monsieur le ministre, par un arrêté ministériel,
vous avez décidé de la mise en place d'un 5e plan national sur les nitrates. Alors on peut se demander si vous avez légitimement engagé une concertation avec les acteurs, notamment au niveau local. La réponse est clairement non. Avez-vous pris en compte les résultats prometteurs mesurés par les DREAL obtenus depuis 10 ans sur les territoires? Là encore, la réponse est non. Avez-vous regardé ce qui est fait dans d'autres pays européens? À l'instant, vous reveniez sur la notion d'agriculture en Europe. Là encore, il suffit de voir ce qui se passe aux Pays-Bas pour comprendre qu'incontestablement, vous n'avez pas choisi le même chemin. Vous avez défini un plan d'action sans concertation, mais probablement n'avez-vous pas mesuré les conséquences. C'est même à se demander, Monsieur le Ministre, si finalement vous avez regardé la topographie de notre pays, car il suffit de regarder certaines régions pour se rendre compte que les pentes de 10 voire 20% sont extrêmement nombreuses dans notre pays. Et finalement, votre arrêté se résume à l'interdiction, une fois encore à la restriction, c'est-à-dire finalement à une sorte de gigantesque empêchement de travailler et donc une menace sur les emplois qui sont liés. Pour les filières d'élevage, c'est extrêmement lourd. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, je voudrais d'abord vous rappeler une chose, c'est que la France est en contentieux avec l'Europe sur la question des nitrates. Et que l'arrêté qui est celui sur lequel nous avons été obligés de travailler et que nous avons corrigé, je vais donner l'information à la représentation nationale, a été signé le 11 février 2011 sous le gouvernement précédent. Et si j'ai eu à travailler et si nous avons eu à concerter, c'est pour améliorer ce qui avait été décidé sous la contrainte qui avait été celle de la Cour de justice européenne. Vous dites que je ne connais pas la topographie, Madame la députée, mais j'ai parfaitement intégré ces dimensions puisque, en particulier dans votre région, a été salué par les professionnels le fait qu'on ait pu intégrer le niveau des pentes pour les épandages d'azote. De la même manière, j'ai intégré, comme ça se passe en Allemagne, des éléments que vous n'aviez pas intégrés sur le stockage en plein champ, j'allais le dire, des fumiers pailleux. Ce n'était pas ce que vous aviez fait. Donc vous voyez bien que, sur la base d'un arrêté que vous aviez signé, eh bien, le gouvernement a amélioré la situation pour les agriculteurs de France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Cottel. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Redressement productif s'agissant de la situation critique de la papeterie Stora Enso de Corbehem dans le Pas-de-Calais et de ses 350 salariés. En effet, Monsieur le Ministre, l'une des plus grandes usines françaises de papier est aujourd'hui purement et simplement menacée de fermeture. Cette annonce survenue lundi à l'issue d'un comité d'entreprise obtenu par les organisations syndicales est l'épilogue douloureux de 14 mois d'attente, fait d'espoir et de déception que les salariés de cette usine ont enduré. Je m'associe d'ailleurs au combat qu'ils mènent dans un esprit de responsabilité, compte tenu de leur détresse et de leur exaspération compréhensible, afin de médiatiser le sort qui est fait à l'usine à laquelle ils tiennent. Et ils ont de quoi. Cette usine dispose de nombreux atouts actuels et d'avenir. Salariés au savoir-faire de grandes compétences, position géographique à proximité des grands axes de circulation et de trafic de marchandises avec l'Europe du Nord. De surcroît, elle possède un outil productif majeur, la fameuse machine 5, qui coûta plus d'1 milliard de francs à l'époque de sa construction et qui est considérée comme neuve par les professionnels de la filière. Monsieur le ministre, les salariés et leurs familles, les élus locaux et les habitants du Nord-Pas-de-Calais ne peuvent accepter avec résignation la fermeture de ce fleuron industriel. Nous voulons nous battre pour éviter cette fermeture qui serait dommageable pour la filière papetière et qui serait vécue comme une catastrophe sociale supplémentaire dans ce territoire déjà fortement impacté. Monsieur le ministre, mes questions sont simples. Quelles sont les intentions du gouvernement afin qu'il témoigne sa solidarité aux salariés? Comment l'État peut accompagner les repreneurs potentiels et assurer la pérennité de cette usine? Merci, Monsieur Cottel. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le député Jean-Jacques Cottel, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un dossier évidemment que le gouvernement suit de très près.
D'abord parce que la filière papetière en France et en Europe est aujourd'hui en grave difficulté et ce n'est pas le premier site dans lequel nous connaissons ce genre de problème. Le groupe Stora Enso a pris la décision, c'est un groupe finlandais, de fermer l'ensemble des sites en Europe où ils perdent de l'argent. C'est le cas à Corbehem d'après eux et je dois indiquer qu'ils ont fait le choix, y compris de fermer des sites en Finlande, ce qui touche en Europe 2500 de leurs salariés. Quelle a été l'attitude du gouvernement et de mon ministère? D'abord, de demander à Stora Enso de maintenir toute possibilité de reprise. Deuxièmement, d'assurer la continuité des recherches et de s'engager à soutenir toute forme de reprise, y compris sur le plan financier. Nous-mêmes, du côté de mes équipes, nous avons fait en sorte d'élargir la prospection au plan mondial et à ce jour, après 1 an de travail, alors que nous avons demandé précisément au groupe papetier de continuer la prospection, nous n'avons pas entre nos mains une offre de reprise crédible, car cette entreprise doit être recapitalisée, restructurée, car bien qu'elle ait des machines qui sont modernes, c'est une entreprise, en tout cas c'est une unité productive qui perd 12 millions d'euros par an, de la sorte qu'un investisseur devra faire en sorte de ramener cette activité à une meilleure rentabilité. En ce qui nous concerne, l'État est prêt à accompagner, comme nous avons pris des mesures de résistance économique, tout investisseur crédible qui apporterait des éléments de capitalisation et de soutien financier. Mais aujourd'hui, nous considérons que nous n'avons pas cette réponse. Mais nous continuons à y travailler et d'ailleurs, nous vous tiendrons informés des prochains développements ainsi que les salariés de la région que vous représentez, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Marie Tétart. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Lors de ses vœux aux Français, le président de la République a appelé à une baisse des dépenses des collectivités locales et à une clarification de leurs compétences. Le propos est cocasse quand votre gouvernement impose des dépenses considérables aux communes avec la pseudo-réforme des rythmes scolaires. Le propos est aussi décalé quand votre gouvernement complexifie encore le millefeuille territorial avec des métropoles et des conférences territoriales dans tous les sens. Il l'est davantage encore quand votre gouvernement invente ce scrutin ubuesque pour les conseillers départementaux, avec pour conséquence concrète dans le département des Yvelines, par exemple, une augmentation du nombre de conseillers départementaux. Vous vous êtes ainsi attelé au plus grand charcutage électoral qu'aient jamais connu les territoires ruraux, dont la représentation est mise à mal par vos calculs politiciens. Pas besoin de commission nationale indépendante pour réaliser ces travaux, comme cela avait été le cas pour les redécoupages législatifs de 1986 ou de 2009. Non, il vous suffisait de laisser faire le meilleur ouvrier de France en charcutage électoral, le ministre de l'Intérieur, qui se drape dans la posture martiale de défenseur de l'État de droit, mais qui défend d'abord les intérêts du PS quand votre politique les met en danger. Mais la France réagit. Habitants et élus des territoires ruraux grondent. Des départements ruraux de tous bords politiques ont rejeté vos projets de redécoupage. Même des départements urbains comme la Seine-Saint-Denis socialiste, chère au président Barthelone. Ce matin, le département des Yvelines vient à son tour de refuser votre découpage et a voté une contre-proposition avec l'appui d'une partie de la gauche. Monsieur le Premier ministre, quand arrêterez-vous de malmener la France rurale qui ne demande qu'une chose, le respect de ses spécificités, de ses bassins de vie et son identité? Quand entendrez-vous le président de la République dans sa version janvier 2014? La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Allez, on écoute la réponse. Monsieur le Président, monsieur le député Tétart, respectez un peu, en effet, les charcutiers qui sont une profession noble et qui, à chaque fois que vous prononcez leur nom, s'indignent de l'attitude qui est la vôtre. Nous avons souhaité changer le mode de scrutin pour les élections départementales pour une simple raison, c'est qu'il y avait un engagement qui a été pris de mettre fin au conseiller territorial qui portait un coup fatal aux départements et aux territoires ruraux. Et nous avons voulu mettre en place un système qui permet deux principes tout à fait essentiels. Le premier, c'est le rééquilibrage démographique que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont rappelé en permanence.
Et le deuxième, et vous vous y opposez, et vous n'osez pas l'avouer, c'est la parité. Aujourd'hui, il y a 13,5% de femmes dans les conseils généraux. Grâce à ce nouveau mode de scrutin, il y aura 50% de femmes. Les principes rappelés par la loi, le respect des territoires ruraux, des montagnes et des littoraux, du littoral et des îles, permet là aussi de concilier et ces principes tout à fait fondamentaux et en même temps la réalité de nos territoires. La plupart des départements, la plupart des cantons n'avaient pas évolué depuis 2 siècles. On peut considérer qu'il y a eu des évolutions démographiques et que désormais les femmes, même si vous ne pensez pas cela, peuvent trouver toute leur place dans la vie politique. Pour le reste, des projets sont soumis aux conseils généraux, ils donnent leur avis et c'est le Conseil d'État, après examen, qui publie les décrets. C'est tout aussi simple que cela et vous devrez vous y faire. La parole est à Madame Sophie Dessus. Merci. Depuis la rentrée scolaire, je porte peine, comme on dit chez nous. Pour tous mes collègues situés à droite de l'hémicycle, je les sens perturbés, angoissés, vous posant, Monsieur le ministre de l'Éducation, semaine après semaine, les mêmes questions. Comment appliquer les nouveaux rythmes scolaires? Le coût sera-t-il supportable pour les communes? Nos petits ne seront-ils pas trop fatigués? La seule réponse à ce désarroi, c'est que le vrai problème de l'école, celui que nous nous devons de résoudre, n'est pas là. Si hier, l'école de la République a offert à tous les enfants, y compris ceux des milieux les plus défavorisés, le moyen d'accéder aux plus hautes responsabilités, aujourd'hui, la société a tellement changé que le beau rêve d'hommes et de femmes que l'école rendrait libres et égaux est à réenchanter. Dès que la classe est finie, il y a les enfants dont les parents s'occupent, ceux qui les emmènent à la bibliothèque, au cinéma, au concert, au musée, ceux qui leur apprennent à aimer leur pays et sa culture. Et puis il y a tous les autres, ceux dont les parents ne peuvent pas le faire et qui n'ont pour tout horizon que TF1 et Coca-Cola. Face à cette injustice, les nouveaux rythmes scolaires sont là pour rétablir l'égalité des chances, à la campagne comme en ville. Et ce n'est pas si compliqué à mettre en place. Quelques séances de travail réunissant élus, enseignants, parents et surtout le monde associatif dont chacune de nos communes rurales est riche. On y prépare un projet autour de la culture, des sciences, du savoir et qui se mêle à la création. Et puis ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Que pèsent quelques dizaines de mètres de bitume face aux citoyens de la France de demain? Et qui hésiterait à offrir à ses enfants ce que nos parents nous ont offert, l'accession au savoir, qui seul permet de résister à l'obscurantisme? Et si malgré tout cela, certains d'entre vous ont encore quelques inquiétudes, notre rôle à nous, c'est de vous aider à en faire autant. Merci, Madame Dessus. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Madame la députée Sophie Dessus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une politique publique qui réussit, c'est une politique qui est capable d'impliquer l'ensemble des acteurs. En particulier pour l'éducation nationale, il faut bien mesurer que la situation dans laquelle est notre pays, qu'a rappelé PISA, que rappelait tout à l'heure Madame Bechtel avec les 150 000 décrocheurs, appelle un sursaut de tous, de la bonne volonté, une certaine élévation et peut-être parfois de la générosité et de l'intelligence. Nous avons à refonder le système éducatif français. Oui, nous avons à le faire. Ça suppose de grandes réformes. Réforme de la priorité au primaire, réforme de la création des postes, réforme de la formation des enseignants, réforme, bien entendu, des programmes qui est engagé, introduction du numérique et du meilleur temps scolaire pour les élèves et pour les enfants. C'est ce que permet le retour à la semaine de 4 jours et demi, des journées raccourcies, mais ça permet en même temps, comme vous l'avez dit, de renouer avec une grande ambition républicaine, celle de l'école de Jules Ferry, qui voulait que chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine, puisse avoir accès au meilleur de la culture. Dans la loi de refondation, nous avons voté le parcours d'éducation artistique et culturelle pour chaque enfant de France. Et dans les nouvelles activités qui ont lieu après la scolarité obligatoire dans ce nouveau temps scolaire, 30% sont consacrés à des activités culturelles sur le million d'enfants qui sont déjà passés. C'est un grand progrès, surtout pour les enfants qui n'y avaient pas accès, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces activités peuvent être gratuites.
Meilleur temps scolaire, meilleur accès à la culture, au sport, aux loisirs après la classe. C'est là une grande réforme de progrès social. Elle doit impliquer tous ceux qui veulent la réussite de nos enfants et donc demain celle du pays. Merci. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. En vous posant cette question, Monsieur le ministre de l'Éducation, je pense me faire la porte-parole d'une grande majorité de familles, de chefs d'établissement, d'enseignants et d'une immense majorité de maires de France, y compris de votre majorité. Vous demeurez sourds aux difficultés réelles et multiples rencontrées sur le terrain dans la mise en œuvre des rythmes scolaires. C'est trop facile de publier un décret par crainte de passer par la loi qui subit le contrôle du Conseil constitutionnel, puis de ne pas assumer les conséquences de ces décisions. Le groupe UMP s'oppose à cette réforme qui n'a toujours pas prouvé qu'elle était dans l'intérêt de nos enfants. Nous dénonçons la tutelle et la pression exercée par le ministère sur les communes qui n'auront d'autre choix que d'augmenter les impôts au moment même où le gouvernement baisse drastiquement les dotations aux collectivités. À l'heure où le président de la République, pompier pyromane, prétend pouvoir maîtriser la dépense publique, le gouvernement crée ex nihilo près d'1,5 milliard de charges supplémentaires. État, 500 millions, collectivités, 600 millions, CAF, 250 millions. Ce sont les chiffres que vous m'avez vous-même communiqués en réponse à une question écrite que je vous ai posée. Vous auriez pu rajouter la facture à la charge des parents, car la gratuité des activités périscolaires est un leurre, chers collègues. À l'impossible, nul n'est tenu, Monsieur le ministre. Et plutôt que de brocarder les maires qui, de bonne foi, n'y arrivent pas, plutôt que de les accuser de désobéissance civique, vous seriez mieux inspiré de ne pas vous obstiner. Ma question est directe. Quand peut-on espérer le changement, avec au minimum un moratoire sur la réforme, au mieux la liberté laissée aux municipalités, dans l'idéal, l'abrogation de votre décret? La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Madame la députée, je ne sais pas pourquoi vous voulez que nous procédions par la loi, puisque la loi précise précisément que si ce n'est le nombre de semaines par an, cela relève de décret. C'est ainsi que Xavier Darcos et votre majorité étaient venus à la semaine de 4 jours unique dans le monde et dont tous vos ministres et votre groupe parlementaire a déclaré après que c'était une très mauvaise chose sur laquelle il fallait revenir. Je ne comprends pas non plus pourquoi vous contestez aujourd'hui une réforme que vous avez vous-même, à travers des rapports parlementaires, à travers des prises de position de votre majorité gouvernementale, appelée de vos vœux. Et je crois qu'il serait, sur cette question d'intérêt national, plus obligeant de chercher le consensus comme sur d'autres sujets, si nous voulons que notre pays et les élèves soient en capacité de réussir. Troisièmement, jamais dans l'histoire de la République, aucun décret n'a laissé autant de liberté aux collectivités locales pour participer à la définition des politiques publiques et à l'aménagement du temps scolaire. Et jamais dans l'histoire de la République, aucune activité périscolaire n'avait été aidée et financée par l'État. Pourquoi toutes ces contre-vérités? Pourquoi ces contradictions avec vous-même? Quel est l'intérêt que vous défendez dans cette affaire? Cette réforme doit se faire parce que nous devons améliorer la réussite scolaire des élèves, parce que nous devons lutter contre les inégalités, parce que nous aimons notre pays. Et sur cette réforme, nous devons pouvoir nous rassembler. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances et concerne les emprunts dits toxiques contractés par de trop nombreuses collectivités territoriales. Il y a quelques mois, dans l'hiver d'une année révolue, nous nous félicitions de l'adoption d'un texte attendu et nécessaire qui visait à mieux séparer les activités bancaires et à moraliser la finance. Il y a quelques semaines, le gouvernement inscrivait dans le projet de loi de finances 2014 des dispositions dans l'article 60 qui faisaient de l'État le protecteur des banques contre certaines actions judiciaires engagées par des collectivités qui avaient contracté à leur insu des emprunts toxiques. Étaient ainsi validés les contrats d'emprunt bancaire ne faisant pas mention du taux effectif global, le TEG, et étaient aussi diminuées les sanctions encourues en cas de TEG erroné. Alors même qu'une récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre, particulièrement équilibrée dans sa rédaction,
avait considéré que l'absence d'un TEG dans le contrat de crédit invalidait en partie l'accord passé entre une collectivité et un établissement de crédit. Cette concession de l'État aux banques n'avait pas échappé au groupe radical républicain démocrate et progressiste qui avait déposé 2 amendements de suppression des paragraphes 2 et 3. Je les avais défendus en redisant qu'il me paraissait tout à fait surprenant de vouloir changer les règles alors que les contrats avaient déjà été signés et de généraliser ces mesures à l'ensemble des personnes morales dont les entreprises et pas seulement les collectivités, mais aussi aux banques étrangères qui avaient inondé d'emprunts toxiques le marché français. Il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel rendait sa décision relative à la loi de finances. Le 29 décembre 2013 étaient ainsi censurées les 2 dispositions sur les mêmes bases que celles que nous défendions au groupe de RDP. Mes questions, Monsieur le Ministre, seront donc les suivantes. Premièrement, pouvez-vous assurer la représentation nationale que vous ne reviendrez pas sur la décision du Conseil constitutionnel? Deuxièmement, travaillez-vous à une solution qui préserve et mette en œuvre rapidement le fonds de soutien aux collectivités, ce qui diminue de fait le risque de contentieux, tout en n'exonérant pas les banques de leur aléa moral? Troisièmement, poursuivez-vous la nécessaire concertation entre l'État et les collectivités, y compris sur l'application d'un taux pour ce fonds proportionnel à la réalité de la situation? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le député Joël Giraud, vous le savez, le gouvernement a trouvé à son arrivée le lourd dossier des prêts dits toxiques. Il s'est très vite attelé à trouver des solutions et d'ailleurs aussi des solutions aux problèmes du financement des collectivités locales en général. S'agissant du financement, le gouvernement a mis en place des outils pérennes pour pallier aux défaillances qui pouvaient s'observer. Je pense à la création de la société de financement et d'investissement local, la SFIL, et aussi au travail avec la Banque postale. Et désormais, je crois qu'on peut dire que toutes les collectivités locales peuvent trouver à se financer à des taux raisonnables. S'agissant des prêts dits toxiques, après la création en 2012 d'un premier fonds de soutien, un fonds bien plus large qui sera doté de 100 millions d'euros par an pendant 15 ans a été mis en place pour la loi de finances pour 2014 et le Conseil constitutionnel a validé ce fonds. Je m'en félicite, vous aussi, je pense, parce que c'est une des pierres angulaires du dispositif. Et comme vous le soulignez, ça va permettre d'aider les collectivités locales à gérer au mieux les contentieux qui permettent de préserver leurs intérêts. Notre dispositif reposait aussi sur des dispositions de sécurisation des prêts, non pas, comme vous l'avez dit, pour aider les banques, ce n'est pas mon intention. Et d'ailleurs, dans la loi de séparation des activités bancaires, ces activités de prêts toxiques sont interdites, mais pour préserver les finances publiques, et notamment la SFIL et la Banque postale, et aussi la suite de Dexia. Ces dispositifs, d'ailleurs, vous le savez, et c'est essentiel, faisaient l'objet d'un accord avec les collectivités locales dans le cadre d'un pacte de confiance. Le dispositif était encadré, il ne revenait en rien sur la faculté des collectivités de mener des contentieux. Le Conseil constitutionnel a annulé, pour des raisons assez formelles, ces dispositions. C'est pourquoi le gouvernement proposera, pour tenir pleinement compte de cette décision, les dispositions législatives les plus adaptées. Encore une fois, il n'est pas de mon intention ni de protéger les banques, ni de revenir sur cette décision, mais d'agir dans le sens de l'intérêt des collectivités locales. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.